Voici la troisième partie de ce retour d'expérience sur l'adénome à l'hypophyse, donc cette tumeur cérébrale bénigne. Et je vais vous parler de la partie psycho-émotionnelle, des émotions refoulées, des compréhensions des messages du corps, de l'âme et de l'esprit à travers la maladie de la tumeur cérébrale à l'hypophyse, au regard de mon expérience personnelle, de mon chemin d'évolution. Donc il ne s'agit pas de donner une grille de lecture générale et symbolique pour expliquer la signification de l'adénome à l'hypophyse, ce qu'on peut retrouver dans certains dictionnaires, par exemple des maladies ou des organes. Là, je vais vous livrer vraiment une interprétation intuitive au regard de ce que j'ai pu expérimenter. C'est une vérité, c'est ma vérité du moment. Et évidemment, le regard que je porte, il est évolutif, il est non exhaustif. Je suis en train d'arpenter ce profond chemin de guérison. Je suis en phase d'intégration. Il va sûrement y avoir d'autres périodes de tempête et d'accalmie. Et donc, loin de moi l'idée de livrer quelque chose de vraiment finalisé. Au contraire, c'est une parenthèse sur ce chemin initiatique. Donc la première chose, c'est qu'il y a toujours un message caché derrière le voile d'une maladie. Et s'en saisir offre l'opportunité de transformer des épreuves, des souffrances en un plan un peu plus léger. C'est l'occasion évidemment de se décharger de poids lourds du passé, des croyances limitantes, des conditionnements, des émotions stockées. Donc on va commencer par les émotions stockées, les émotions refoulées. Donc la tumeur, comme on l'a vu dans le premier volet, c'est une accumulation de tissus stockés dans des zones fragiles du corps, que ces zones soient conscientisées ou non. Et ces tissus, ce sont des déchets émotionnels. Ce sont ces émotions qui se cristallisent, qui se transforment en sentiments, ces non-dits, ces émotions non digérées, des excès émotionnels. Ce trop-plein va venir se stocker dans l'organisme. Et les zones choisies par le corps ne sont pas anodines parce qu'elles-mêmes aussi délivrent des messages. Et au final, par ce type de comportement qui est une ligne de défense pour survivre à des blessures, transforme le corps en poubelle émotionnelle. Et d'ailleurs, émotion, quand on se relie à la racine latine de ce mot, c'est mettre en mouvement. Donc c'est une énergie qui a vocation à bouger. Et quand ce mouvement est entravé, il se cristallise un peu comme du sucre qui va venir s'ankyloser dans le corps et dans les vaisseaux subtils, dans les vaisseaux énergétiques, dans les nadis, les méridiens, etc. Donc, première étape pour moi, ça a été d'identifier les émotions qui se sont transformées en sentiments. Et donc, ce qui est apparu pour moi, c'est la colère et la tristesse. Ensuite, lorsqu'on commence à manifester une tumeur ou un cancer, on est sur des nœuds d'énergie qui sont rarement le reflet d'une problématique bien précise. Souvent, on est sur un cumul de phénomènes qui se sont cristallisés et qui conduit dans la matière à une obstruction. Donc le spectre qui est impacté est très large en fait. Et quand on rentre dans un process de guérison, par rapport à ces maladies, ça nécessite de balayer et de remuer plusieurs domaines de vie. Pas que l'aspect santé, la famille, le professionnel, la vie privée, tout y passe en fait. Et l'invitation, c'est vraiment un changement de paradigme. Donc ça veut dire qu'on va venir soulever les premières couches, qui sont des couches émotionnelles, sentimentales, et en dessous, on va retrouver nos fameuses blessures de l'enfance, les blessures fondamentales, dont on parle beaucoup. Et donc, pour moi, j'ai reconnecté à ma blessure fondamentale de l'enfance qui est l'humiliation et qui était plutôt liée à la relation à la mère. Et cette blessure d'humiliation,
elle est apparue dans un contexte de foyer où il y avait pas mal de violences physiques et psychiques, pas seulement au niveau des parents, mais c'est un spectre plus élargi de la famille. Donc non seulement il y avait cette porte d'entrée de la mère, mais il y avait aussi le lien avec les autres membres. Donc il y a un aspect aussi transgénérationnel aussi, de la lignée maternelle à travailler. Donc quand on commence en fait à entrer, on voit qu'on s'engouffre dans les profondeurs de notre être, de notre intériorité. Et c'est l'invitation de la maladie. Et il ne faut pas avoir peur de rentrer justement dans ces profondeurs. L'autre blessure aussi que j'ai conscientisée et travaillée, c'est la blessure d'abandon, qui est plutôt liée au père du coup. Et parce que mon père est décédé lorsque j'avais l'âge de 18 ans. Et finalement, cette tumeur, c'est aussi une tumeur qui est très en lien avec les hormones du féminin. Donc, c'était un adénome à l'hypophyse à prolactine. Donc, on voit que le lien avec l'archétype de la mère est très présent, puisque la prolactine, c'est la production de lait maternel. Donc, c'est le lien, ça renvoie à mon lien avec ma propre mère, à mon lien en tant que moi, en tant que mère, et les schémas que je n'avais pas envie de reconduire sur mes propres enfants. Et aussi, comment est-ce que je peux être une mère pour moi-même, en fait? Comment je peux me nourrir de l'intérieur? Je me suis aussi intéressée aux organes qui ont été touchés et aux symptômes aussi qui sont apparus. Et donc, un des organes très touchés, c'était celui de la vision. Et c'est parce qu'en fait, un adénome à l'hypophyse, quand il commence en fait à toucher le nerf optique, il peut conduire dans des cas très rares à de la cécité. Donc, et moi, c'était surtout l'œil gauche qui était touché. Donc, l'œil gauche qui est très en lien avec le côté gauche en fait, qui est en lien avec la famille, avec les proches. Donc, il y a quelque chose que je ne voulais pas voir. Et qui était attaché à des situations qui me donnaient l'impression d'être en sécurité. Et là, l'invitation, c'était de prendre de la hauteur et de changer de regard par rapport à ça. Et qu'est-ce qui me rendait sécure? C'était mon foyer, ma famille, celle que j'ai construite. Parce que justement, ayant grandi dans une famille dysfonctionnelle, j'avais à cœur de construire quelque chose qui soit à l'opposé de ça. Et finalement, derrière cette illusion de famille idéale sur le papier, eh bien, je me suis enfermée alors qu'il y avait des pans de vie qui n'avaient plus de sens. Et je me suis raccrochée à ça, raccrochée à des peurs, peur d'élever seule mes enfants, par exemple, ou de briser la famille, ou voilà, ça c'est des mots qui sont apparus sur le chemin. Ensuite, il y a eu aussi des situations qui sont venues refléter plus directement la relation au père. Et souvent, ça passe donc par le partenaire de vie, ce qui renvoie en fait à la relation que j'ai avec ma polarisée masculine en fait. Donc, le partenaire de vie aide à travailler justement et à conscientiser des choses. Et finalement, cette polarité masculine que l'on porte en soi, elle peut à l'extérieur se refléter dans diverses personnes. C'est comme si la polarité, elle était un petit peu éclatée dans différents personnages, dans différentes personnes. Et le chemin nous amène ces fameuses rencontres, ces partenaires de vie, ces rencontres amicales, sentimentales ou autres. Donc il y a eu d'autres expériences relationnelles qui sont aussi venues me faire travailler aussi ces aspects de peur. Donc avec le décès de mon père, moi j'ai touché à la peur de mourir parce qu'à un moment, ça a été un tel trauma pour moi que j'avais le sentiment que j'allais crever du jour au lendemain. Donc c'est venu aussi me faire travailler sur l'acceptation de l'impermanence des choses. Et cette acceptation de l'impermanence des choses, je l'ai aussi expérimentée à travers des peurs d'un autre espace-temps, dans la sphère relationnelle.
Alors, certains vont peut-être reconnaître les fameux liens d'âme spirituels. On en entend beaucoup parler. Les, euh, Après avoir passé le cap de «Oh, mais est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est mon âme jumelle? C'est ma flamme jumelle?» Donc, je caricature un peu, mais il faut savoir en rire, en fait. Il faut sortir du sérieux parce que, bah, mes amis, le sérieux tue, évidemment. Et faire preuve d'autodérision, savoir rire de soi, rire des situations cocasses de la vie, c'est ce qui permet quand même de prendre les vagues avec une certaine sérénité. En tout cas, la sérénité que quelque chose de positif peut sortir en fait de ce qu'on expérimente lorsqu'on est dans la tourmente. Et j'ai une amie qui disait que l'humour est le remède du désespoir et je crois qu'elle a vraiment raison. Après, je voulais attirer l'attention sur l'humour et le détachement parce que quand on rentre dans un excès de zèle dans ces domaines, on peut aussi s'enfermer dans une forme de fuite perpétuelle des choses. En fait, être dans la non-présence, dans la peur de l'engagement, dans la peur de la relation. C'est le masque aussi du fuyant qui fait croire qu'il prend tout à la légère et que tout va bien, alors même que les expériences traversées sont difficiles, ou qui pense qu'il s'en fout de tout en fait. Et les émotions refoulées, au final, sont rattachées au mécanisme de défense de la fuite de la réalité pour ne pas ressentir la peine, la souffrance et revivre des choses dont on a honte, dont, dont on culpabilise. Et moi, en travaillant sur mes zones d'ombre, j'ai même découvert que j'avais aussi des sentiments enfin, un ressenti de dégoût envers moi-même. Ça a été assez profond aussi, ça. La zone de la maladie, elle est aussi porteuse de messages. Donc, pour ma part, c'était au niveau de l'hypophyse. J'ai parlé un peu de l'hypophyse dans le premier partage, le premier vocal. Donc, la tumeur, le cancer, renvoie au désir de vivre, au désir de créer. Et évidemment, la manifestation de telles pathologies est souvent multifactorielle. Pour l'hypophyse, on est sur les fonctions vitales, donc sur le fonctionnement de vie. J'avais expliqué que cette zone était en charge de fonctions très importantes au niveau du fonctionnement du corps, au niveau des glandes. Et en plus, dans le mot tu meurs, phonétiquement, on entend bien le mot mort. Donc la question que ça amène, c'est qu'est-ce que je suis amenée à faire mourir ou à laisser mourir à l'intérieur de moi. L'hypophyse est aussi située au niveau du troisième œil. Donc là, on est sur la sphère du mental, de l'intellect. Donc l'invitation, c'est aussi à sortir de la confusion du mental pour y voir plus clair, à prendre des décisions, à casser les vieilles habitudes, à sortir des conditionnements, des croyances limitantes, à se transformer. Et c'est vrai que le mot transformation est un mot qui était très important parce que dans ce cadre, la maladie est un parcours initiatique avec des épreuves à surmonter pour atteindre quoi, in fine, une plénitude, un bien-être, cette fameuse paix intérieure que l'on recherche en vain. Et cette plénitude, c'est ce qui permet de toucher à ce qu'on appelle l'alignement, à se réajuster sur son parcours de vie, pas seulement au niveau professionnel, mais sur plein d'autres aspects de la vie. Et donc, à travers une tumeur, un cancer, l'idée, c'est d'accueillir les cycles d'expansion et de contraction. Donc, dans l'expansion, c'est ce qui me permet d'être alignée depuis l'espace du cœur. Et la contraction, c'est ce qui va venir m'inciter à regarder les parts d'ombre pour pouvoir les transformer, alchimiser la lumière, plonger dans les profondeurs, remuer la boue. Vous savez, ça me fait penser un peu à ces chercheurs là de diamants qui fouillent la vase en fait, pour pouvoir après découvrir des trésors cachés. C'est ça, un process initiatique. Et l'idée, c'est d'aller débusquer ces croyances, ces conditionnements qui altèrent la vision et de venir en fait opérer un nettoyage. Un nettoyage de quoi?
un nettoyage des racines, de ces profondeurs. Et ça passe à travers la vie, à travers l'expérience. Ce ne sont pas que des concepts théoriques en fait. Vraiment, le process de purification, il se fait de manière naturelle parce que naturellement, la vie vous met en situation de venir creuser ces aspects-là. Donc, pour moi, il y avait un très fort rapport à l'archétype de la mère. Et avec le lait maternel, la prolactine, on était sur la mère nourricière, nourrir son enfant intérieur, nourrir des choses qui font plaisir, se nourrir d'amour pour soi-même, accepter le temps de gestation d'une maladie, puisque c'était un développement assez long, accepter le rythme, accepter les cycles de vie, de mort et de vie, accepter la cadence des cycles sur l'ensemble de la vie, parce que cette vie, elle est faite de plein d'étapes de petites morts, de renaissance et de petites morts. Accepter le temps de guérison et sa manifestation dans la matière. Donc il y a en fait beaucoup de mots importants autour de ces notions de tumeur, de cancer. Le plaisir, se nourrir, voir, accepter, la patience, la transformation. Le message aussi du troisième œil est très en lien avec la vision. Et donc, quand la vision, elle est floutée, puisqu'à un moment donné, j'avais mon champ visuel qui était réduit, ça démontre aussi qu'il y a un process où je viens me cacher. Je me cache parce que j'ai peur d'être vue. Et ça met en lien un mécanisme d'autodéfense, d'auto-sabotage. Ça, c'est le mécanisme de défense que l'on retrouve souvent face aux blessures de l'humiliation. La peur du regard des autres, la peur des jugements. Et donc, je fais quoi? Je ferme les yeux pour ne pas attirer le regard. Pour ne pas dire ma vérité. Pour ne pas créer. Alors que derrière ce travail de peur, la transmission, pour moi, était une forme de création. Et je me suis fermée à ça, en fait. Le troisième œil, c'est aussi la vision du monde subtil, du monde invisible. Derrière le voile, c'est la porte des claires facultés, de la médiumnité. Et par rapport à ça, ça me renvoie en fait à des blocages qui sont plutôt de l'ordre karmique. Parce qu'en fait, pendant une très bonne partie de ma vie, j'étais ce qu'on appelle une cartésienne. C'est-à-dire que l'ésotérisme, le mysticisme, le monde du subtil, le monde de l'énergie, ça ne m'intéressait pas du tout. J'en avais même peur et je n'adhérais pas du tout à ça. Je me rappelle que j'avais des amis qui souvent s'offraient des tirages d'oracles chez des cartomanciennes pour leur anniversaire. Et moi, je ne comprenais pas ce processus. Je n'adhérais pas du tout à ce mode de fonctionnement. Je ne comprenais pas qu'on puisse payer une séance pour un soin énergétique et qu'un praticien ne pose même pas les mains sur soi et qu'on ressorte de la séance en ayant l'impression qu'un travail a été fait, alors que pour moi, c'était de l'ordre, désolée pour le mot, mais je dois le dire, du charlatanisme en fait. Et oui, moi j'étais rendue à ça. Et donc ça montre aussi que derrière cette fameuse notion là de mission de vie, et mission de vie, tout le monde est en quête de sa mission de vie. Parfois, la mission de vie, c'est plutôt simple parce que c'est très en lien avec des choses qui nous passionnent, des choses qui nous plaisent. Et parfois, eh bien non. Et pour le coup, moi, ça ne me plaisait pas du tout cet univers. Donc, on m'a pas réellement demandé mon avis, en fait. Je me suis retrouvée sur le chemin et une fois que le chemin est ouvert, il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Donc, il y a aussi cette notion-là avec la mission de vie. C'est pas le propre de ce vocal, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais donc, moi, il y avait un vrai blocage qui était d'ordre karmique. Donc, vous voyez, en creusant, en fait,
on voit qu'on est parti d'émotions refoulées. On a basculé progressivement vers les blessures fondamentales de l'enfance. On voit le lien avec le transgénérationnel et on voit maintenant le lien avec le karmique, les vies antérieures, parallèles, sur d'autres espaces-temps, on peut appeler ça comme on le souhaite. Donc l'invitation pour moi était de déverrouiller l'accès à la médiumnité et de replonger dans l'expérience, parce que cette expérience, elle était déjà connue, hein, elle était déjà vue. Accepter la visionnaire, la prophétesse, la femme oracle, la mystique, la guérisseuse et la femme tout court en fait. C'était ça la voix de ma conscience supérieure. Et donc dans le deuxième vocal, j'ai expliqué que la notion du féminin, c'était, et notamment le lien avec la planète Vénus, c'était vraiment ce qui se cachait derrière le voile de la maladie. C'est Vénus qui parle, mais c'est une Vénus qui est incarnée. Donc le rapport à la séduction, le rapport au corps, au ressenti, aux 5 sens, les gestes, les mouvements, la sensualité, les intuitions, les émotions, la sensibilité, la vulnérabilité. Et l'invitation, c'est de ne pas fermer les yeux sur tous ces aspects. Et la vulnérabilité, ça a été vraiment un pan de travail aussi pour moi, parce que c'était vu comme une faiblesse. Et ça, c'était une croyance familiale. Parce qu'avant son décès, mon père, il m'avait fait un signe pour m'inviter à ne pas pleurer. Parce qu'il ne faut pas faire étalage de sa peine, de son désespoir devant tout le monde. Ça, c'était une forme de faiblesse pour lui. Il faut se montrer forte en toutes circonstances. Et donc, j'ai respecté ça. J'ai ravalé mes émotions, ma tristesse, et j'ai pas pu vivre et accueillir ma tristesse. Et il y avait aussi de la colère aussi par rapport aux événements. Et je me suis donc coupée de ma polarité féminine sous ces aspects émotionnels et cette vulnérabilité. Et ça a conduit à ce que j'évolue à côté de ma conscience et non pas avec. Parce qu'en me coupant, en me fermant de mes émotions, de ma sensibilité, de ma vulnérabilité, c'est comme si je trahissais mon âme. Je vous le livre comme ça parce que ce sont les mots là qui descendent. Et donc le cumul d'épreuves intenses a conduit à une fuite de l'âme. Et le corps, c'est comme s'il se désolidarise en fait du moi supérieur pour survivre. Et donc là, on est sur des problématiques aussi d'incarnation, où le corps va venir déclencher une maladie qui conduit à la mort parce qu'il est en train de fuir en fait son incarnation. Donc là, l'incarnation, on est sur le premier chakra, sur la refonte de la base, de sa structure profonde. Donc ça nécessite vraiment un changement de paradigme très profond. Et pour moi, ça a consisté à retourner ma structure, un peu comme l'image d'un sablier que l'on retourne, comme cet ascenseur en fait qui monte et qui évolue et qui d'un coup se retourne en fait et me met la tête en bas. Et je me suis vue dans un rêve ramper au sol pour m'extraire du chantier de mes propres fondations en travaux. Et ça, c'est le temps de la gestation et de l'assimilation qui permet de rebâtir sur des bases solides. C'est le parcours que j'ai choisi d'entamer dans ce process de guérison. Et c'est quelque chose qui va me tenir sur plusieurs années. C'est un travail qui ne se fait pas en un claquement de doigts, évidemment. Je vous parle de choses assez profondes. C'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies. Et donc le message de l'âme, c'était donc à travers l'ouverture du troisième œil, venir rebâtir ma structure au niveau du premier chakra pour pouvoir être dans ce fameux alignement, déployer l'énergie vers le haut et être dans la co-création avec son corps, avec son intellect et avec sa conscience supérieure. Et à ce compte-là, on peut laisser le pilotage
du véhicule que représente le corps à la conscience supérieure parce qu'elle est toute puissante, qu'elle sait et qu'elle connaît le chemin. Donc, la maladie est en fait un tremplin pour un processus de transformation intérieure si on accepte les règles du jeu, si on accepte le théâtre de la vie. Cette maladie, elle invite à s'interroger sur la face cachée derrière cette situation, parce que finalement, c'est dans le noir que la lumière est la plus éclairante. Et donc oui, ça fait peur, parce que toutes les maladies n'invitent pas à un tel plongeon, mais quand on est vraiment sur des maladies type tumeur, cancer, là le parcours amène vraiment à plonger dans l'obscurité pour désencombrer, pour purger, pour purifier, nettoyer les racines et remettre à l'équilibre par un process de purification. Pour pouvoir accéder à quoi? Accéder à ses ressources intérieures dans les confins de son chakra du cœur, qui, je le rappelle, le chakra du cœur est la porte de l'âme, la porte de l'expansion de la conscience. Et donc, les émotions sont des alliés. Et en fonction d'où on vient, on a pu avoir des rapports très divergents avec ces fameuses émotions. L'invitation, c'est d'accepter de les ressentir, de se laisser traverser. Et l'acceptation, ça a été vraiment un mot-clé aussi dans le process de guérison, parce que derrière la souffrance, derrière les épreuves, derrière la douleur, il y a quoi? Il y a la sérénité et il y a la paix. Il y a cette fameuse quête intérieure qui conduit à sa paix intérieure. Voilà ce que je voulais vous partager à travers ce retour d'expérience. J'ai découvert en publiant les premiers messages que j'avais des personnes dans mes contacts qui étaient aussi atteintes de pathologies similaires ou dans la même zone. Et j'espère que ce retour d'expérience, ce partage va pouvoir aussi aider à conscientiser des choses. Il va peut-être y avoir des messages qui vont vous aider à cheminer aussi sur ce parcours. On m'a aussi posé des questions sur comment est-ce que j'ai géré émotionnellement toute cette phase. Alors, j'aimerais vous dire que j'ai mis en place par rapport à la tumeur. Mais en fait, ce sont les habitudes que j'ai instaurées depuis que j'ai intégré l'Ayurveda et les pratiques naturelles il y a 3-4 ans. Je médite beaucoup. Je fais des process de respiration, donc la cohérence cardiaque, les pranayamas. Je fais la sophrologie. Je ne fais pas tous les jours des exercices. Par contre, depuis bien 3 ans, 4 ans, je travaille sur moi toutes les semaines. Pas de la même façon, pas de manière intense, mais toutes les semaines, je me nourris, soit à travers des méditations, soit à travers du yoga, des respirations, soit en faisant des soins énergétiques avec des thérapeutes ou bien par des vidéos, en suivant des personnes en qui j'ai confiance aussi sur les réseaux sociaux. J'écoute du contenu inspirant qui élève mes vibrations. Je fais des process de purification intense que j'ai appris aussi en Inde, que l'on appelle les kriyas, qui viennent aussi travailler sur les couches subtiles du corps. Et tout ça, ça aide aussi à conscientiser plein de choses. Je vis vraiment l'expérience et je mets en place des actions, je pose des actes en fait. Je reste pas dans l'analyse ou dans l'intellect parce que ça n'a pas de sens en fait. L'expérience, elle s'offre à nous dans la vie pour qu'on puisse traverser ces épreuves-là. Et quand j'ai appris pour le diagnostic de la tumeur, j'avais déjà un sentiment de sérénité qui m'a envahi.
C'est comme si je savais déjà que j'étais accompagnée, que j'étais guidée et que tout allait bien se passer. Ça, c'était ma croyance de départ en fait, dans une forme de certitude que tout allait bien se dérouler. Et ça n'a pas empêché qu'il y a eu des tumultes, hein. Il y a eu évidemment des ascenseurs émotionnels, il y a eu des moments où j'ai eu peur, où j'ai culpabilisé, j'étais aussi à la blessure d'injustice, je trouvais ça très injuste. Mais l'avantage, c'est que toutes ces émotions, ce remue-ménage ne dure pas en fait. Et je me suis accordé le temps de ressentir tout ça, de la colère, de la frustration, de la peur de ne pas voir grandir mes enfants. Quand vous apprenez à 38 ans que vous avez une tumeur cérébrale, et en plus que vous l'apprenez à vos proches, donc il y a aussi la réaction des proches aussi à gérer. C'est voilà, c'est éprouvant, mais ça ne durait pas en fait. Donc j'ai pris le temps qu'il fallait pour ressentir les choses. Et j'ai aussi accepté aussi de ne pas rester dans cet état de down-là et de remonter avec, toujours porté par ce fil d'or que, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que je vais expérimenter, tout se passera bien. Voilà. Je vais vous faire un dernier vocal qui va parler de manière un peu plus concrète de la préparation de l'opération, de l'intervention chirurgicale elle-même et un peu aussi du post-opératoire. À bientôt!